La plupart des maladies commencent bien avant tout symptôme, au moment exact où le flux du qi cesse de répondre au rythme naturel de la vie. Cette affirmation n'est pas née comme métaphore spirituelle, mais comme observation clinique répétée au fil des siècles. La question centrale n'est pas de savoir si l'énergie vitale existe, elle existe, mais nous n'y prêtons attention que lorsque le corps s'est déjà effondré. Le taoïsme a toujours traité la vitalité comme un phénomène mesurable dans l'expérience quotidienne, non comme une croyance abstraite. Manger, respirer, décider et ressentir sont des actes énergétiques avant d'être comportementaux. Lorsque nous ignorons cette strate, nous en venons à interpréter les effets comme des causes. La chaîne Solstice naît pour restaurer cette strate oubliée de la lecture de la vie. La proposition est d'offrir un espace d'étude accessible sur les principes qui organisent corps, esprit et émotions. Ici, le qi est présenté comme axe structural de l'expérience humaine. L'objectif n'est pas de te convaincre, mais de fournir des instruments de compréhension. Comprendre, dans ce contexte, est déjà un acte thérapeutique. Dans la philosophie taoïste, l'énergie vitale n'est pas quelque chose qui s'accumule par force de volonté, mais quelque chose qui se perd par ignorance fonctionnelle. Un exemple simple est la fatigue persistante chez des personnes sans maladie apparente, phénomène largement décrit dans la médecine traditionnelle chinoise. Cet état n'est pas perçu comme un manque d'énergie, mais comme une mauvaise circulation du qi. Le même principe apparaît dans des situations émotionnelles récurrentes, comme l'irritation constante ou l'inquiétude continue. Ces états ne sont pas seulement psychologiques, mais des schémas de mouvement énergétique spécifiques. Le choc de conscience survient lorsqu'on comprend que se sentir épuisé n'est pas normal, bien que ce soit courant. La productivité sans vitalité est un signe de déséquilibre, non de réussite. Le qi opère comme principe organisateur qui connecte physiologie, émotion et conscience dans un système fonctionnel unique. Dans la pratique clinique chinoise, les émotions sont classées comme cause interne de maladie, non comme conséquence secondaire. Cela signifie que la colère, la peur ou la tristesse prolongée altèrent directement la dynamique énergétique des organes. Cette perspective élimine la séparation entre santé physique et santé émotionnelle. En comprenant cela, tu acquiers la capacité d'intervenir avant la matérialisation du symptôme. Le taoïsme enseigne que prévenir, c'est s'aligner au flux, non combattre le dommage. Cette logique reste extrêmement actuelle face aux maladies chroniques contemporaines. Un symbole quotidien qui exprime bien ce principe est la respiration automatique et superficielle, courante dans les environnements urbains. Mal respirer n'est pas seulement une mauvaise habitude, mais un appauvrissement constant du qi. Le poumon, dans la médecine traditionnelle chinoise, gouverne le rythme et la distribution de l'énergie vitale. Lorsque ce rythme est compromis, tout le système perd sa coordination. Il en va de même pour les décisions prises sous tension constante, qui affectent le foie et le libre cours du qi. Ce ne sont pas des concepts abstraits, mais des cartes fonctionnelles de lecture de l'expérience. Reconnaître ces schémas produit déjà un changement perceptible. C'est le type de clarté que ce contenu se propose d'offrir. Cette connaissance permet d'observer comportements, émotions et symptômes comme manifestation d'un même flux. Au fil du temps, cette lecture réorganise la relation avec son propre corps. Le taoïsme a toujours enseigné que la conscience précède la transformation. Lorsque le qi est compris, il cesse d'être gaspillé. C'est la base de tout processus authentique d'auto-soin. Si ce type de lecture élargit ta compréhension sur la santé, l'émotion et la vitalité, suivre la chaîne est une étape naturelle. L'abonnement permet un accès continu à des contenus organisés comme un parcours d'études et non comme des stimuli isolés. Le like, quant à lui, soutient la continuité de ce travail éducatif. Il ne s'agit pas d'engagement par habitude, mais de participation à un espace d'approfondissement conceptuel. Chaque vidéo est structurée pour servir de référence, non seulement comme réflexion momentanée. Le taoïsme valorise la constance plus que l'intensité. Rester en contact avec ce contenu est une manière simple de cultiver son propre qi au quotidien. Au XIe siècle, durant la dynastie Song, les médecins de la cour impériale chinoise commencèrent à enregistrer un schéma curieux dans leurs traités cliniques. Des personnes au mode de vie distinct
tombaient malades de manières étonnamment similaires lorsqu'elles traversaient de longues périodes de désalignement émotionnel. Ces registres ne décrivaient pas seulement des symptômes, mais des changements subtils dans le pouls, l'éclat des yeux et la qualité de la respiration. Ce qui attirait l'attention n'était pas la maladie en soi, mais le temps silencieux qui la précédait. Dans de nombreux cas, le corps semblait sain, tandis que quelque chose d'invisible se désorganisait déjà. Cette observation mena à la consolidation du Qi comme axe explicatif de la vitalité humaine. Non comme croyance, mais comme outil de lecture de la vie. C'est à partir de ce point que le récit énergétique gagne en densité historique. L'un de ces médecins, cité dans des compendiums postérieurs, décrit le cas d'un scribe qui maintenait une routine disciplinée, une alimentation régulière et une absence de plaintes physiques. Pourtant, sa vitalité diminuait progressivement sans cause apparente. À l'examen énergétique, le Qi présentait une circulation irrégulière, spécialement associée à des états prolongés d'inquiétude. Il n'y avait pas de douleur, mais il y avait une perte de présence. Ce type de récit mettait en tension la logique médicale basée uniquement sur des signes visibles. Quelque chose d'essentiel échappait aux métriques traditionnelles. La médecine traditionnelle chinoise entreprit alors d'investiguer ce qui se mouvait avant le symptôme. Cette investigation modifia définitivement la compréhension de la santé. Avec le temps, il devint évident que le QI ne se comportait pas comme une ressource fixe, mais comme un flux sensible à la manière de vivre. Les émotions répétées, même discrètes, produisaient des effets cumulatifs. L'absence de conflits externes ne garantissait pas l'harmonie interne. Cette constatation introduisit une zone d'incertitude dans la lecture de la maladie, car elle exigeait d'observer ce qui n'était pas immédiatement mesurable. L'être humain cessait d'être analysé uniquement comme structure biologique. Il en venait à être compris comme champ de mouvement continu. Ce changement exigeait un autre type d'attention, une attention entraînée au subtil. Cette lecture énergétique fut également adoptée hors de Chine, dans différentes cultures qui observèrent la vie comme processus, non comme objet de possession. Cependant, le taoïsme conserva une caractéristique singulière en refusant les explications définitives et les classifications rigides. Le Qi était décrit par sa fonction, non par sa forme. Cela rendait son étude exigeante, car elle ne permettait pas de raccourcis interprétatifs. Chaque manifestation devait être comprise en contexte. Cette méthodologie générait un inconfort pour qui cherchait des réponses rapides. En même temps, elle offrait une compréhension plus fidèle de la complexité humaine. En analysant ces registres aujourd'hui, on perçoit que de nombreux tableaux contemporains étaient déjà décrits en langage énergétique il y a des siècles. Fatigue sans cause clinique, anxiété diffuse, sensation de déconnexion corporelle sont des exemples récurrents. La différence est qu'à cette époque, ces états étaient lus comme signes initiaux de disharmonie, non comme échec individuel. Le Qi fonctionnait comme indicateur préventif. Lorsqu'il devenait irrégulier, quelque chose devait être réorganisé dans la vie. Cette logique déplace la responsabilité du combat contre le symptôme vers l'écoute du processus. Une écoute qui exige un apprentissage. Cette approche n'élimine pas la science moderne, mais élargit le champ de lecture de l'expérience humaine. La valeur de ces récits historiques réside dans la capacité d'offrir une carte alternative, complémentaire, pour comprendre santé et maladie. Ils montrent que l'invisible n'est pas irrelevant. Il exige simplement une autre forme d'observation. Le Qi, dans ce contexte, n'est pas un mystère, mais une méthode. Une méthode qui intègre émotion, corps et conscience dans un même système fonctionnel. Cette intégration est le point central de la tradition taoïste, et elle reste un défi actuel. Comprendre ce récit est la première étape pour approfondir le thème qui sera développé tout au long de ce contenu. Lorsque la vitalité commence à décliner, la réponse la plus courante est d'intensifier les stimuli externes comme la caféine, les médicaments symptomatiques ou les stratégies motivationnelles à court terme. Ces solutions produisent un soulagement immédiat, mais approfondissent le déséquilibre énergétique en forçant l'organisme à opérer au-delà de sa capacité réelle. Du point de vue de la physiologie énergétique,
Cela signifie consommer du ki sans restaurer sa circulation. Le résultat est un cycle de compensation suivi d'une chute plus accentuée. Émotionnellement, ce schéma renforce anxiété, irritabilité et sensation d'inadéquation. Le problème n'est pas le manque d'effort, mais l'effort mal dirigé. Résoudre la vitalité par le stimulus, c'est confondre activation et équilibre. Une autre réponse récurrente est la tentative de contrôle mental excessif, basée sur la répression émotionnelle ou la positivité forcée. Cette approche ignore que les émotions sont des mouvements du ki et non des événements isolés de l'esprit. Lorsque la tristesse, la peur ou la colère sont réprimées, le flux énergétique correspondant devient stagnant. Dans le système des chakras, cela se manifeste comme blocage fonctionnel, spécialement dans le plexus solaire, le chakra du cœur et celui de la gorge. La personne semble fonctionnelle, mais perd spontanéité et clarté interne. À moyen terme, des symptômes physiques diffus apparaissent. Le contrôle émotionnel rigide n'organise pas l'énergie, il ne fait que la comprimer. La pratique correcte commence par la restauration de la circulation du ki au moyen de la régulation consciente de la respiration et de l'attention corporelle. Du point de vue scientifique, la respiration lente et profonde active le système nerveux parasympathique, responsable d'apaiser le corps, réduisant les niveaux de cortisol et restaurant la capacité des organismes vivants à maintenir un environnement interne stable et équilibré. Énergétiquement, cette pratique nourrit le ki du poumon et redistribue l'énergie vers les autres systèmes. Dans l'axe des chakras, ce mouvement stabilise le centre cardiaque, favorisant l'intégration émotionnelle. Il ne s'agit pas de relaxation passive, mais de réorganisation fonctionnelle. La pratique est simple, mais exige constance. C'est un retour au rythme physiologique de base. Ensuite, l'observation émotionnelle sans jugement agit comme mécanisme de libération énergétique. En reconnaissant une émotion au moment où elle surgit, le ki associé complète son cycle naturel de mouvement. La colère cesse de monter de manière désordonnée, la peur n'effondre pas les centres inférieurs et l'inquiétude ne paralyse pas l'axe digestif énergétique. Dans le système des chakras, cette pratique maintient les centres actifs sans surcharge. Cela réduit la rumination et l'impulsivité. Le bénéfice ne réside pas dans l'élimination des émotions, mais dans le fait de permettre leur passage. C'est une différence structurelle par rapport aux approches de répression. L'alignement entre ki et chakra se produit lorsque pratiques physiques, respiratoires et émotionnelles sont intégrées dans une routine. Les mouvements lents et conscients favorisent la cohérence entre corps et attention. Des études en neurosciences montrent une amélioration de la variabilité de la fréquence cardiaque et de la régulation émotionnelle avec ce type de pratique. Le ki cesse de se disperser et se met à circuler de manière continue. Les chakras fonctionnent comme points de redistribution, non comme dépôts bloqués. Cette intégration réduit les effets secondaires courants des pratiques fragmentées. Le corps répond avec stabilité, non avec épuisement. Les gens devraient adopter cette approche parce qu'elle agit sur la cause fonctionnelle du problème, non seulement sur ses effets. La vitalité n'est pas une ressource qui se conquiert par l'intensité, mais par l'alignement. Lorsque le ki circule de manière adéquate, l'esprit s'éclaircit et les émotions s'autorégulent. Le système énergétique humain a été conçu pour opérer en équilibre dynamique. Interrompre cet équilibre génère un coût physiologique mesurable. Le restaurer réduit la nécessité de compensation externe. Il s'agit d'efficience biologique et énergétique. Pour consolider cet engagement envers la réorganisation de sa propre vitalité, il vaut la peine de transformer la compréhension en action symbolique. Une manière simple est de déclarer publiquement l'intention de changement. Écris dans les commentaires la phrase « Je choisis de restaurer mon équilibre énergétique ». Ce geste renforce attention, constance et responsabilité pour son propre processus. Le chemin de réorganisation du ki commence par une décision claire et se soutient par une pratique continue. Le concept de ki, lorsqu'il est analysé, se révèle moins comme une idée mystique et plus comme un modèle fonctionnel d'organisation de l'expérience humaine. Dans la tradition taoïste, le ki décrit la dynamique qui soutient forme, mouvement et transformation, opérant avant la distinction entre corps et esprit.
Cette énergie vitale n'est pas quelque chose que l'individu possède, mais quelque chose qui traverse et organise l'individu. C'est pourquoi la santé n'est pas comprise comme état fixe, mais comme qualité de circulation. Lorsque le flux est continu, l'expérience est stable. Lorsqu'il est interrompu, des désordres surgissent. Cette logique précède toute interprétation symbolique ou spiritualisée. Il s'agit d'un principe opératif de la vie. Le Qi peut être compris comme le corrélat énergétique des processus d'autorégulation. Émotions, attention et comportement émergent comme expression d'un même système en mouvement. La psychologie contemporaine reconnaît que les états émotionnels prolongés altèrent les schémas physiologiques, hormonaux et cognitifs. Ce que la médecine traditionnelle chinoise a fait, c'est intégrer ces observations dans une carte fonctionnelle unique. Colère, peur, tristesse et inquiétude ne sont pas évalués moralement, mais dynamiquement. Chacun de ces états représente un schéma spécifique d'activation et de circulation énergétique. Lorsqu'ils persistent, ils cessent d'être informatifs et deviennent désorganisateurs. Cette lecture rapproche psychologie et physiologie sans réductionnisme. Dans le taoïsme, la pratique spirituelle ne cherche pas à transcender le corps, mais à s'aligner sur son fonctionnement naturel. Le concept de Wu Wei, fréquemment mal interprété comme passivité, se réfère à l'action sans friction contre le flux du Qi. Psychologiquement, cela correspond à la réduction de comportements compulsifs et de contrôle excessif. Spirituellement, cela implique confiance en l'intelligence du processus vital. Lorsque l'esprit tente d'imposer une direction constante, il crée de la stagnation. Lorsqu'il apprend à observer et ajuster, il favorise la circulation. Ce principe oriente tant les pratiques corporelles que la discipline émotionnelle. La spiritualité, dans ce contexte, est appliquée, non abstraite. Le bouddhisme, bien qu'il utilise un autre langage, converge sur ce point en soulignant l'impermanence et l'observation directe de l'expérience. Les états mentaux sont vus comme événements transitoires, non comme identité fixe. Cette compréhension réduit l'attachement émotionnel et, par conséquent, la rigidité énergétique. La pratique de la pleine conscience agit de manière similaire à l'observation du Qi, permettant aux mouvements internes de compléter leur cycle. Psychologiquement, cela diminue rumination et réactivité. Énergétiquement, cela prévient accumulation et dispersion excessive. La convergence entre ces traditions réside dans la valorisation du processus, non du contrôle. L'application pratique de cette compréhension exige un changement de paradigme en relation à la résolution de problèmes internes. Au lieu d'éliminer les symptômes émotionnels, le focus passe à restaurer les conditions de circulation. Cela inclut un rythme de vie compatible avec la récupération, une respiration adéquate, une alimentation consciente et une gestion émotionnelle non répressive. Chacun de ces facteurs influence directement le champ énergétique. Dans la lecture des chakras, ces ajustements maintiennent les centres actifs et intégrés, évitant les surcharges localisées. Ainsi, ils favorisent la cohérence entre pensée, émotion et action. Le résultat est une stabilité fonctionnelle, non une euphorie momentanée. Cette approche déplace l'individu d'une posture de lutte interne vers une posture d'écoute active. La souffrance cesse d'être interprétée uniquement comme échec personnel et devient signe de désalignement fonctionnel. Ce changement réduit la culpabilité et augmente la responsabilité consciente. Le Qi ne punit ni ne récompense, il répond. Lorsque l'environnement interne devient hostile au flux, la vitalité diminue. Lorsqu'il devient favorable, l'énergie se réorganise. Cette lecture est éthique et pragmatique à la fois. Elle invite à la maturité, non à l'idéalisation. En synthèse, le Qi fonctionne comme axe intégrateur entre psychologie, physiologie et spiritualité. Taoïsme et bouddhisme offrent des langages distincts pour le même phénomène, la nécessité de s'aligner au mouvement naturel de la vie. L'application pratique de cette connaissance ne dépend pas de croyances, mais d'observation et d'ajustement continu. En comprenant ce modèle, il devient possible d'interpréter émotions, symptômes et comportements comme partie d'un même système. Cette intégration élargit la notion contemporaine de santé, et elle offre une base conceptuelle solide pour des pratiques de soins plus efficaces et durables.
Si le QI est ce qui soutient chaque mouvement avant même qu'il ne devienne action visible, à quel moment de la vie quotidienne cessons-nous de l'écouter avec clarté? Le taoïsme a toujours proposé que la perte de vitalité ne survient pas par excès d'événements, mais par perte d'écoute. Lorsque l'attention se fragmente, le flux devient bruyant. Cette question n'exige pas de réponse immédiate, seulement de la présence. Le bénéfice de suivre ce parcours est de percevoir que la santé n'est pas un état distant, mais un ajustement continu. Ajustement non comme correction forcée, mais comme accordage. Peut-être l'essentiel n'est-il pas de changer la vie, mais de changer la manière dont elle est habitée. Au long de cette réflexion, le Qi a cessé d'être un concept abstrait pour se révéler comme principe organisateur de l'expérience. Corps, émotions et conscience se sont montrés inséparables dans le fonctionnement réel de la vie. Cette compréhension ne promet pas de solution rapide, mais offre une orientation. Lorsque le flux est respecté, l'effort diminue. Lorsque l'effort diminue, la clarté augmente. Cette clarté n'est pas intellectuelle, mais perceptive. Elle se manifeste comme sens de la mesure. Et la mesure est l'une des plus grandes vertus taoïstes. Il y a un point où la connaissance cesse d'accumuler et commence à faire silence. À ce point, la compréhension ne se traduit pas en plus d'idées, mais en moins de bruit interne. Le zen appelle ce moment « retour au simple ». Non parce que le simple est pauvre, mais parce qu'il est suffisant. Le Qi circule mieux là où il n'y a pas d'excès d'interférence. L'épiphanie ne surgit pas comme révélation dramatique, mais comme reconnaissance tranquille. Quelque chose a toujours été en fonctionnement. Il n'était simplement pas observé. Peut-être la question la plus adéquate n'est-elle pas comment fortifier l'énergie vitale, mais ce qui l'affaiblit quotidiennement sans être perçu. Petites tensions, décisions précipitées, émotions non digérées construisent des déviations subtiles. Le Tao ne corrige pas ces déviations avec rigidité, mais avec conscience. En percevant la déviation, le retour se produit naturellement. Il n'y a pas de culpabilité dans le processus, seulement ajustement. Cette perspective redonne légèreté au chemin. Et la légèreté est signe d'alignement. Si une partie de ce contenu a résonné de manière silencieuse, il vaut la peine de permettre que cette résonance demeure sans explication immédiate. La contemplation n'exige pas d'isolement, seulement attention. Partager des expériences, lorsque c'est fait avec honnêteté, fait aussi partie du flux. Chaque vécu élargit la lecture collective de ce qui a été présenté. En commentant, quelque chose s'organise intérieurement. En lisant d'autres expériences, quelque chose se relativise. Le parcours proposé ici ne s'achève pas à ce point, ni n'a besoin de repères rigides. Il continue dans le quotidien, dans les choix simples et dans la qualité de la présence. Suivre ce chemin est une invitation implicite, non une exigence. Le Tao n'appelle pas, il attire. Rester en contact avec des réflexions de ce type est une forme de culture silencieuse. Et toute culture commence par une attention soutenue.